Bonjour tout le monde, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Rimouski. Aujourd'hui, je reçois une femme d'inspiration, Jeanne-Marie Rouguira, du pays des mille collines jusqu'au Saint-Laurent. Québécoise d'origine rwandaise, Jeanne-Marie Rouguira est arrivée au Québec il y a une trentaine d'années. Maintenant professeure de psychosociologie à l'Université du Québec à Rimouski, cette humaniste s'intéresse à la souffrance, à la résilience et au kassala, cette forme poétique qui vient d'Afrique. Mais avant tout, c'est une femme qui ouvre sa maison autant que son cœur. Bonjour, Jeanne-Marie Rouguira. Bienvenue à Vivement les femmes. Bonjour Marthe, merci de m'accueillir. Jeanne-Marie, vous êtes québécoise d'origine rwandaise et vous vivez à Rimouski depuis maintenant 30 ans. Vous êtes professeur-chercheur au département des psychosociologies et travail social à l'UQAR. Docteur en sciences de l'éducation, vous vous intéressez particulièrement aux enjeux éthiques en éducation en contexte de violence et de souffrance ainsi que dans l'accompagnement des processus de résilience individuelle et collective, entre autres. Vous êtes aussi poétesse et féministe décoloniale, engagée et consultante. Alors, Jeanne-Marie Rouguira, dans quel terreau avez-vous grandi au Rwanda? Marthe, je suis née il y a très longtemps, au siècle dernier. Je suis née en 1963. C'était dans un terreau post-colonial. Je suis née dans une famille. Mon père était militant anticolonialiste. Il était médecin, il était soignant. Ma mère était institutrice. Et je suis née dans un environnement hyper politisé, sensibilisé à la justice sociale, à des enjeux de colonialisme, dans un environnement très chrétien aussi, mais dans un environnement africain, solidaire, où il y a beaucoup de monde, de la chaleur, beaucoup d'Ubuntu. Beaucoup, l'hospitalité, la bonté, c'était la valeur suprême sur laquelle et le christianisme et les philosophies africaines s'entendaient. Je pense que c'est à ça que j'ai été élevée, en même temps que j'ai été sensibilisée tôt à des enjeux de justice sociale. Oui. Et est-ce que vous étiez dans un milieu, je dirais, favorisé? Bien évidemment. Assez, hein? Évidemment, comme mes parents, tu vois, mon grand-père paternel a eu 10 enfants. Et mon père a été le premier à aller à l'école. Ah oui. Et l'autre personne qui est allée à l'école dans cette famille-là, c'est ma tante la plus jeune, qui a été scolarisée par mon père quand elle a fini d'étudier. Ah oui, d'accord. Tu vois, ma mère, de son côté, venait d'une famille d'à peu près 9 enfants. Mais chez elle, il y avait au moins 2 ou 3 personnes qui avaient été scolarisées. Ouais. Et donc, les personnes qui avaient été scolarisées, c'était des acculturés, quoi. C'est pour ça que je porte d'ailleurs mon nom, qui est le nom de mon père. Oui. Il y a un nom que j'aime, que je chéris, mais c'est pas culturel, ça. Ah non? Non, chez nous, on n'a pas de nom de famille. Normal. Par exemple, mes enfants à moi, ma fille s'appelle Nué Mugeni, mon fils s'appelle Chibrin. D'accord. Au Rwanda, on donnait pas les noms du père aux enfants. C'est les parents qui donnaient des noms. Les parents choisissaient le nom du nouveau-né selon le contexte, les états d'âme, ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe dans la famille. Et on disait, chaque âme a son identité et chaque âme mérite son nom. Ah oui, d'accord. Parce que le nom de famille, le nom Rouguira, c'est ton nom intérieur. OK. Et alors, mon père, lui, comme il avait été à l'école belge, et comme il avait été acculturé par les Belges, finalement, oui. Lui, il a fait ça, là, comme les gens, d'ailleurs, on les appelait à l'époque de ma naissance, on les appelait les évolués. Il y avait des colons, des indigènes, puis des évolués. Okay. Et les évolués, c'était des gens qui avaient été à l'école et qui essayaient donc de vivre comme qui avaient été préparés par les Belges à vivre comme des Belges, à devenir des Blancs à la peau noire. Oui. Ça doit être compliqué à faire, ça. Oui. Et vous avez des frères et des sœurs? Moi, je suis aînée d'une famille de 12 enfants. 12 enfants.
d'accord. Je suis née d'une famille de 12 enfants. Il y en a 2 qui sont morts, 2 garçons. Les 10 autres sont vivants. Et nous sommes éparpillés un peu partout sur la planète. Oui. D'ailleurs, je viens de perdre ma maman, là, en début de l'automne. Oui. Le 3 septembre, nous avons perdu notre maman. Oui, Et j'ai vu c'était- passer ça sur les réseaux. Oui, c'était difficile. Mais la beauté de cette histoire-là, c'est que on s'est retrouvés, Oui. toute ma fratrie, on s'est retrouvés pour les funérailles de maman en Belgique. Mhm. La dernière fois qu'on avait été tous les 10 ensemble, c'était il y a 35 ans. Oh, quand même. Oui. Sinon, on se visite, Oui. on se voit de temps en temps par morceaux, mais jamais tout le monde ensemble. Oui. C'était très, très émouvant de nous voir à nos âges, Ah oui, tout le monde j'imagine. ensemble. Oui. Les gens qui vivent dans le même pays ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est, en fait. Oui, de vivre éloigné comme ça et de se retrouver. Et qu'est-ce qui a dirigé votre choix dans vos études? Ah, ça, c'est vraiment intéressant. On parlait de la question des classes sociales. Mon père, il avait été formé en médecine, ma mère était formée comme institutrice. Mon père faisait la politique quand moi je suis née, mais on a habité en banlieue de ville, à peu près à 4 km de la ville de Boutaré, où je suis née, qui est ma ville d'origine. Oui. Actuellement, ça s'appelle Ouillé. À l'époque, on appelait ça Boutaré. C'est là où ma mère est née, puis c'est là où mon père est né, dans cette région-là. Et là, on habitait à 4 km de la ville. Mhm. Et là où on habitait, où mon père avait acheté une terre, a construit sa grosse maison, on était entouré que par des paysans. Et notre voisin le plus proche, c'était une famille plus ou moins, ici on appelait ça une famille dysfonctionnelle, où le papa y boit, il est violent, Oui. il y a de la pauvreté. Il y a de la pauvreté, mais pas... C'est pas misérable. Tu sais, les gens vivaient à l'époque dans une économie vivrier. Quand tu n'avais pas d'argent, mais que tu as un terrain, c'est une terre qui est très, très fertile. Oui. Tu nourris tes enfants, tout va bien, quoi. Mais mon voisin le plus proche était malade, avait une maladie qu'on appelle le kwashiorkor. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Oui. Oui, j'ai déjà entendu parler. Le kwashiorkor, c'est une maladie que certains enfants dans les pays du tiers-monde ont. Puis ils ont des joues gonflées, la bédaine un peu gonflée. C'est une maladie de carence protéinique. Et ce jour-là, j'ai 11 ans, j'étudie en 5e année primaire. Oui. Et en après-midi, on a étudié le groupe d'aliments essentiels, là, dans quoi tu trouves les protéines, dans quoi tu trouves les vitamines. Et quand tu as des protéines, tu grandis bien, ton corps se construit. Quand tu n'en as pas, tu attrapes le kwashiorkor. Quand tu manges des carottes, tu as de la vitamine A, puis tes yeux vont bien se porter. Puis, et là, le soir, en rentrant de l'école, je croise la maman de mon ami, de mon petit voisin, qui monte en ville le soir. Oui. C'est pas normal, les paysans montent pas en ville le soir. Et je m'arrête pour lui dire bonjour, je demande où est-ce qu'elle va, puis elle me dit que son enfant est hospitalisé. Son Emmanuel est hospitalisé, et qu'est-ce qu'il a, Emmanuel? Emmanuel a kwashiorkor. Ah, purée. Ah, bon. Puis là, j'allume, quoi. Il a le kwashiorkor, c'est le kwashiorkor, c'est qui manque de protéines. Oui, oui. Mais ses parents, à lui, Oui. ils avaient des poules pondeuses, Ils avaient une vache et des chèvres laitiers. Et ma maman à moi avait offert à la maman d'Emmanuel, qui allait vendre ses œufs en ville ou vendre son lait en ville, en lui disant plutôt que de faire 8 km et de perdre toute ta journée, tu me vends tes œufs, je vais te les acheter, moi. Oui. Alors je me suis rendu compte que ces protéines à lui, c'est moi qui les mangeais. Ah oui, d'accord. Et lui, il est malade. Et donc, j'ai compris pour la première fois à quoi ça servait à l'école. Et c'est à ce moment-là que je me suis décidée de devenir une enseignante. Parce que je pensais que avoir de la connaissance, ça pouvait protéger contre le kwashiorkor.
Vous avez un doctorat en sciences de l'éducation, une licence de 2e cycle en sciences de l'éducation, un baccalauréat en psychopédagogie. Vous êtes professeur associé dans quelques universités québécoises et européennes. Vous êtes membre de l'Association internationale des histoires de vie en formation et du réseau québécois pour la pratique des histoires de vie. Pouvez-vous nous parler de cet engagement-là au sein des associations des histoires de vie? Qu'est-ce que c'est exactement? Écoute, moi, quand je suis arrivée ici au Québec, je venais pour faire mon doctorat en sciences de l'éducation, parce que chez nous, il n'y avait pas de doctorat à ce moment-là. Et j'avais fait le tour en éducation pour... c'était une lutte pour la justice sociale, comme je te disais. Et là, je suis arrivée ici pour faire ces études-là. Et j'étais dans une épistémologie très positiviste. Puis là, il y a eu la guerre. Et quand il y a eu la guerre, mon sujet, puis ma manière de penser, mon terrain, tout s'est effondré. Ah oui. Et mon directeur de thèse, qui s'appelle Jacques Daigneault, que j'avais à l'époque, m'a dit, tu sais, Jeanne, il va falloir que tu fasses ta thèse sur l'expérience que tu es en train de vivre. Mais pour moi, ça ne se faisait pas faire une thèse sur l'expérience. D'après ce Vous étiez trop dedans? J'étais d'une part, j'étais trop dedans, mais de l'autre part, je pensais que c'était pas assez objectif, c'était pas assez scientifique. Et comme ça, j'ai été introduit à un réseau de chercheurs, de formateurs, d'intervenants qui travaillaient avec les histoires de vie en formation. Le réseau, la première colloque du réseau québécois pour la pratique des histoires de vie a eu lieu en 1994. C'était organisé par mon ancien collègue feu Jean-Marc Piron et une dame, professeure à l'UQAM, qui s'appelle Danielle Desmarais, qui est en travail social. Ils avaient organisé ce colloque-là, puis ils avaient invité tous les chercheurs étrangers qui travaillent dans le champ des histoires de vie. Et c'est comme ça que le réseau québécois a commencé. Et là, avec ces chercheurs-là, ce que j'ai appris, c'est que la perception précède la cognition. Ah oui. Puisque la perception précède la cognition, l'expérience humaine est aussi une source de savoir. Tout à fait. Et une source de formation. Oui. Et donc, que ce soit l'Association des histoires de vie en formation, l'Association internationale des histoires de vie en formation, le réseau québécois pour la pratique des histoires de vie et tous les autres réseaux qui existent un peu partout sur la planète, c'est des chercheurs qui centrent leur quête de connaissances et leur pédagogie autour de l'expérience humaine comme source de transformation personnelle et sociale, comme source de connaissances et comme pédagogie. Et je suis rentrée dedans comme ça parce que ça m'a permis de tourner ma thèse sur la souffrance comme expérience de formation. C'est ça la thèse que j'ai fait. Et donc, j'ai investi l'expérience que j'étais en train de vivre de survivant de ce génocide-là et tout ce que je vivais à l'époque pour essayer de comprendre comment on fait pour s'en sortir. Tout le monde le sait que la souffrance humaine a la capacité de détruire les vies. Mais l'histoire est pleine de personnes qui ont beaucoup souffert et qui sont devenues meilleures. Et ma question, c'était comment on fait pour s'en sortir. Et comme ce qui m'intéressait, c'était l'éducation, je me disais comment on va faire dans les pays comme les nôtres pour éduquer. Comment tu vas arriver dans une salle de classe? La question est entière. Hein? Oui. Tu sais, j'avais moi une copine à l'époque qui était enseignante, que j'ai encore aujourd'hui. À l'époque, elle était enseignante à l'école primaire. Elle avait 60 enfants dans sa classe. Donc 45, c'était des orphelins. Non seulement des orphelins, mais on est assis sur la même table, puis ton père, avant de mourir, il a tué ma mère, quoi. Ah oui, je vois. Puis on doit réapprendre à vivre ensemble. Et ma question, pour moi, était entière. Quand tu enseignes dans ces contextes-là, comment tu fais? Comment tu prends en compte et en charge l'expérience que les jeunes sont en train de vivre? Et comment ne pas exclure l'expérience vécue des processus d'apprentissage. C'était ça ma question. Et franchement, ça m'a sauvé la vie. Parce que ça m'a sauvé la vie. Ça vous a amené plus loin. Ça m'a sauvé la vie parce que de un, ça m'a sauvé ma santé mentale, mais en plus, ça m'a mis sur un chemin un chemin de recherche, de consultation, d'intervention.
tout le travail que je fais depuis sur la question de la résilience individuelle et collective me vient de là. Oui. Et quand j'ai vu ce que ça m'a fait au bout de ma thèse, mon désir le plus profond, c'était d'offrir ça à mes étudiants et c'était d'offrir ça aux personnes avec qui je travaille un peu partout dans les communautés et dans les associations. Mais est-ce que c'est pas difficile d'être toujours au cœur de ça, des histoires de vie qui, on peut facilement comprendre que ce sont des épreuves, hein? Ce sont pas des grandes joies ou des moments extraordinairement heureux lorsqu'on parle d'histoire de vie. C'est les deux. C'est les deux? Ben oui, c'est les deux. La vie, elle est pleine de tout, elle est pleine d'émerveillements. Tu sais, il y a quelque chose qu'on appelle la résilience vicariante. C'est-à-dire? On parle du trauma vicariant, c'est le traumatisme que les intervenants vivent à force d'être exposés à des histoires difficiles de l'aide patient. Oui. Tu peux être traumatisé par le fait d'écouter. Finalement, c'est ça ton hypothèse. Ce qui est une réalité, quand tu travailles avec ça, il faut savoir te prendre soin de toi. Mais il y a la résilience vicariante, en fait, c'est quand tu es encouragé par le courage des personnes qui t'accompagnent. Je te regarde et je t'écoute et je te vois te redresser, je te vois surmonter tes épreuves et je suis en contact avec la beauté, la lumière, la grandeur, la force de la personne qui rebondit de ces épreuves et ça encourage et ça porte ma vie. C'est ça la résilience vicariante. C'est extraordinaire, je ne savais pas que ça existait. Et je voudrais vous amener, pour terminer ce bloc, Jeanne-Marie Rouguira, parlez-nous des différents organismes dans lesquels vous êtes impliqués. Je sais qu'il y a l'organisme féministe de Rimouski, les maisons d'hébergement. Vous avez participé à la reconstruction du Calac à Rimouski. Vous êtes membre du CA de l'organisme Accueil et Intégration du Bas-Saint-Laurent. Est-ce que vous apportez cette même... les mêmes éléments, en fait, que quand vous enseignez? Oui. En fait, moi, j'enseigne l'accompagnement dans les systèmes humains complexes. J'enseigne des étudiants qui vont devenir des accompagnateurs du changement dans les organisations, dans les communautés. Pour ça, j'ai besoin, moi aussi, de faire de l'intervention. Ah oui, d'accord. J'ai besoin d'aller sur le terrain, puis de me frotter à la réalité des organismes pour savoir si ce que j'enseigne, c'est encore viable. Et donc, quand je fais oui, j'ai participé à la restructuration de la Débrouille, qui est la maison d'hébergement pour les femmes et les personnes trans et les enfants victimes de violences entre les partenaires intimes. Oui. Pareil pour le Carax de Rimouski. Comme je suis vice-présidente aux pratiques solidaires et anti-oppressives à la Fédération des femmes du Québec, comme je suis présidente du CIA à IBSL, tout ce qui me porte dans tout ça, c'est que je trouve que l'université, ça peut être un milieu fermé. Oui. Et à un moment donné... Pour les élites, peut-être? Oui, c'est ça. Un peu élitiste, un peu fermé. Et ça ne me suffit pas d'être seulement à l'université. Pour moi, c'est important que ce qu'on fait à l'université puisse sortir et servir le vrai monde dehors. Et moi, ça me motive, ça me donne du sens d'être avec les personnes qui sont avec les vrais problèmes, les vraies personnes vulnérables, qui se posent les vraies questions et qui changent le monde finalement. Et moi, ma problématique à moi, c'est de me dire... Comment on fait pour supporter les femmes et les hommes qui portent la misère de notre monde? Pour moi, il n'y a pas une réponse toute faite à ça, mais je veux être avec elles, en train de réfléchir, d'avoir des pratiques réflexives, des pratiques introspectives et des pratiques de renouvellement de leurs pratiques pour prendre soin, pas seulement des personnes qui les accompagnent, mais aussi des accompagnatrices. Jeanne-Marie Rouguira, vous avez dit « Mon lien avec la psychosociologie, c'est la guerre, la souffrance ».
Qu'avez-vous tenté de comprendre dans votre histoire? Vous en avez parlé un petit peu en début d'émission, à travers votre parcours universitaire. Tu sais, Marthe, aujourd'hui, on est en 2024. On voit ce qui se passe à Gaza, on voit ce qui se passe au Liban, on voit ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe au Yémen, et j'en passe. Je ne pourrais pas toutes les dire. Mais on revient ici au Québec, chez nous, et on voit qu'il y a de plus en plus du ressentiment, des mouvements d'extrême droite, des masculinistes, et des gens qui sont fâchés. Et d'après moi, ils sont fâchés aussi parce qu'ils souffrent. Oui. Parce qu'il y a plus de pauvreté, le panier d'épicerie coûte beaucoup plus cher, les gens sont inquiets, il y a des crises climatiques, des crises économiques, des crises démocratiques. On vient d'assister aux élections aux États-Unis, les gens sont inquiets. Et quand on est en survie, c'est les pires parts de nous qui sortent. Oui. C'est pas la générosité qui sort quand on est en survie. C'est vrai. Quand on est en survie, on se referme, on devient identitaire, on cherche l'ennemi. Bref, j'ai compris que personne d'entre nous n'est vacciné contre les instincts les plus bas de l'humanité. Oui. Et j'ai compris que si on veut sauvegarder notre propre humanité. Et si on ne veut pas laisser les guerres, les crises économiques nous faire tomber en bas de notre propre humanité, il faut travailler. Mm-hmm. Il faut travailler à affiner davantage notre lumière, notre bonté, notre générosité, notre ouverture. Il y a du travail à faire. Ça ne se donne pas comme ça. Il y a de la résistance. J'ai besoin de résister à la haine. Oui. Moi, j'ai perdu des centaines de personnes dans la guerre. Et je voyais bien comment cette chose-là me rendait, mettait dans mon cœur de la hargne, du ressentiment, de l'amertume. Et je me disais, Jeanne, les tueurs, vont avoir gagné si en plus, ils te transforment en personne haineuse. Mm-hmm. Et mon combat d'apprentissage après la guerre, ça a été de dire comment je sauvegarde mon humanité, malgré la dureté du monde, malgré la méchanceté du monde. Oui. C'est le choisir tous les matins. C'est faire l'effort tous les matins, tous les instants, d'essayer de m'élever, d'essayer de dépasser mes instincts les plus bas. Et c'est d'inviter les personnes avec qui je travaille, avec qui je suis, de leur dire on est en danger de tomber en bas de notre humanité. On est en danger de devenir ce que nous sommes en train d'accuser à l'extérieur, de condamner à l'extérieur. Avant de le condamner à l'extérieur, si on le regardait à l'intérieur, et si on essayait non seulement de le dépasser, mais de le transmuter. Oui. De le transmuter. Et une des choses que je trouve vraiment importante, en tout cas sur mon chemin, ce qui a été important, et dans mes recherches ou dans mon enseignement, c'est la même chose, c'est comment apprendre à ne pas essentialiser l'autre. Mm-hmm. Tu me fais du mal, mais de ne pas réduire l'entièreté de Marthe à l'acte qu'elle a posé qui m'a fait mal. Et c'est difficile ça, Jeanne-Marie. C'est très difficile, mais c'est seulement à ce prix-là qu'on peut avoir un peu de paix. Mm-hmm. Je te dis, moi, je viens du pays où il y a eu un génocide. 2 millions de personnes. Aujourd'hui, les personnes qui vivent au Rwanda, s'ils ne pardonnent pas, s'ils ne dépassent pas, on ne sortira jamais de la guerre. Oui. Et quand je vais au Rwanda actuellement et que je vois les gens, je me dis, cette société, elle s'était effondrée totalement, elle s'est reconstruite. Mm-hmm. Les gens ont refait des enfants, les gens sont heureux, ils sont beaux, ils sont dignes, ils sont vivants. Ils vivent avec leur trauma, mais ils vivent avec leur douleur, mais en même temps, ils les surpassent pour les générations à venir. À un moment donné, tu dois te dépasser pour que la vie vive. Mm-hmm. C'est beau, ça. À un moment donné, ça devient une responsabilité politique, une responsabilité citoyenne et une responsabilité spirituelle et intellectuelle. Oui, spirituelle. Oui, je vais vous en parler un peu plus tard. Vous dites entrer en psychosociologie m'a amené vers la résilience. C'est ça, votre résilience? C'est tout ce que vous nous parlez? En fait, je dirais que je suis rentrée en psychosociologie parce que je venais de faire
la thèse comme je venais de faire, qui était donc proche de l'accompagnement du changement humain, proche des histoires de vie, de l'apprentissage transformationnel. C'est ça qui m'a fait rentrer en psychosociologie. Mais là, j'étais chanceuse. Ma chance avec la psychosociologie, c'est, Marthe, je ne sais pas si tu es capable de t'imaginer. Moi, là, je viens d'un pays qui vient de vivre un génocide. Et ce n'est pas des étrangers qui sont venus nous tuer. C'est une guerre fratricide. Oui. Et donc, pour moi, la guerre du Rwanda, c'est une faillite de la relation. Oui. C'est une faillite de la relation. C'est comme si je me disais que si on ne fait pas attention à ce qu'on vit de difficile dans nos relations, voilà jusqu'où ça peut aller. Oui. Et là, je suis engagée dans un département qui s'occupe, à l'époque ça s'appelait communication, relations humaines, psychosociologie des relations humaines. D'accord. Je suis engagée pour soigner les relations, alors que c'est de là que je viens. Oui. Tu imagines, j'étais obligée de trouver tout le temps comment... Des ressources intérieures. Oui, les ressources intérieures pour dépasser ce qui m'habitait, quoi. Mm-hmm. Mais c'est vrai, Jeanne-Marie, vous mettez une lumière sur quelque chose qu'on ne... En tout cas, que moi, je n'ai pas vu. C'est... En fait, la guerre ne venait pas de l'extérieur. Mm-hmm. Elle venait de l'intérieur. C'est comme de se faire abuser quand on est chez soi. Mais oui, c'est... Ouais. On n'est plus en sécurité chez nous. Mm-hmm. Et ça doit changer tout. Mm-hmm. Bon, après, quand tu sais comme il faut, si tu fais l'histoire de cette guerre, même l'histoire des ethnies qui se battent, oui. C'est une création coloniale. Mm-hmm. Mais la colonisation, les colonisateurs sont partis, mais la colonisation est restée, elle est à l'intérieur de nous. Mm-hmm. Ce qui fait qu'on a continué à se faire du mal oui. qu'on nous avait fait. Oui. C'est comme une femme battue qui finit par devenir, qui bat ses enfants. Oui, c'est ça. Et... de reproduire. En fait. Oui. Mm-hmm. Puis, à force d'enseigner et de vivre au Québec, je me suis rendu compte que finalement, c'est pas une histoire de Rwandais, c'est une histoire d'humains. Oui. Oui, c'est vrai. Tous les humains, dans toutes les sociétés, à toutes les époques, ces questions se posent et c'est une responsabilité de tout le monde, mm-hmm. à tout moment. Individuel et ça devient collectif. Et collective. Mm-hmm. Ah oui, c'est une question... Mais ça part de nous. C'est à la fois dedans, à la fois dehors. Mm-hmm. Et c'est sûr que si on veut le combat dehors sans s'occuper, sans transformation intérieure, ça ne marche pas. Mais si on fait de la transformation intérieure sans implication à l'extérieur, ça ne marche pas non plus. Oui. Mais ça commence de l'intérieur. Mais ce que je gagne, il faut qu'à un moment donné... J'avais un collègue qui disait fais de son mystère et ministère. De quel don tu es porteur à l'intérieur de toi que tu peux offrir au monde. Dès que tu les offres, ça devient un ministère. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent. Je suis en compagnie d'une femme d'inspiration, Jeanne-Marie Rougira, professeure en psychosociologie à l'Université du Québec à Rimouski, québécoise d'origine rwandaise. Jeanne-Marie Rougira, vos intérêts de recherche convergent vers les approches somato-pédagogiques de l'accompagnement et les approches transculturelles, dialogiques et biographiques appliquées au champ de la fonction et de l'intervention psychosociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Je pense qu'on en a parlé un petit peu plus tôt. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses oui. dans ce que vous venez de lire. Là, je ne pourrais pas tout expliquer, mais je pourrais résumer. J'ai parlé un peu des approches biographiques. Oui. Comment ça a été important pour moi de revenir à l'histoire, puis à l'expérience vécue, oui. comme source de transformation, source de formation, puis source de connaissance. Et ce que j'ai découvert finalement, c'est que pendant la guerre, pendant que j'essayais de raconter et de mettre en mots ce que je vivais, l'expérience telle que je la vivais, je suis tombée malade. C'est comme si mon corps, ma pensée, pouvais essayer de penser cette chose-là. Oui. Mais mon corps n'était pas capable de supporter le choc. Oui. Et j'ai somatisé. Okay. C'est mon corps, finalement, a exprimé oui. ce que je n'étais pas capable d'absorber. Et un ami psychologue que j'avais à l'époque m'a dit « Mais Jeanne, tu somatises. Ça veut dire que c'est ton corps qui a besoin d'être aidé. Oui. Occupe-toi de ton histoire, pas seulement dans ta tête, mais aussi dans ton corps. » Okay. Et on fait comment? Et
il m'a envoyé à mon commis où il y avait une femme qui s'appelle Suzanne Silois. Là, elle travaillait en ville. À l'époque, elle travaillait à Montcomy. Elle faisait une pratique qui s'appelle la fasciathérapie, qui est proche de l'ostéopathie, mais c'est vraiment une pratique qui a été inventée par le professeur Denis Bois. Et on travaillait sur les fascias. Les fascias, c'est les tissus conjonctifs à l'intérieur du corps qui prennent le stress, en fait. Ils verrouillent quand on est trop stressé. Et quand on remet du mouvement, on remet de la sensibilité et on remet du relâchement dans ces tissus-là, le mouvement de la vie... Oui, c'est ça, comme de la vie. Oui, le mouvement de la vie continue, quoi. Et finalement, j'ai découvert... Donc, dans ce processus-là, je suis allée en fasciathérapie. Oui. Je me suis fait suivre. Je me suis guérie de mes... C'était des douleurs que vous aviez? Non, j'avais des saignements. Ah, carrément. J'avais des saignements utériens pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Puis ma gynéco ne pouvait rien faire. Elle m'a envoyé à Québec, elle m'a envoyé à Montréal. Puis finalement, on me proposait à 33 ans de m'enlever l'utérus. J'étais pas prête. Mais non. Puis là, avant de dire oui à l'hystérectomie, j'ai accepté d'aller à cet endroit-là. Puis je me suis fait traiter en fascia et mes saignements ont arrêté. Puis à cette époque-là, mon autre manière de somatiser, c'était de faire beaucoup de migraines. Okay. Et là, je me suis dit, je vais continuer en fascia, comme ça m'a guéri mes saignements. Oui. Ça peut me guérir aussi de mes maux de tête, de mes migraines. Oui. Et j'ai continué pendant 6 mois. Okay. Et effectivement, mes migraines, alors que j'étais rendue avec un bracelet, parce que quand je tombais, je ne pouvais plus ouvrir les yeux, mes migraines ont passé. Je peux en faire encore une fois de temps en temps, mais jamais comme c'était avant, quoi. Oui. Et je me suis donc rendu compte que le corps, c'est pas juste une machine que j'utilise. Non. Mon corps, c'est moi. C'est ma vie. C'est lui qui prend les chocs des épreuves de ma vie. Et il y a une intelligence du corps. Si je me connecte avec mon corps, je finis par devenir un partenaire de la vie au service de ma vie. Oui. Et c'est devenu donc pour moi une quête, une passion de me former à l'écoute du corps, de me former à devenir présente. Oui. De savoir que mon corps, là, c'est mon outil premier. Oui. C'est avec lui que je suis présente à toi. C'est avec lui que je parle maintenant. C'est avec lui que je regarde. C'est avec lui que j'aime. C'est avec lui que j'enseigne. C'est avec lui que j'écris. C'est avec lui que je fais des conférences. C'est depuis lui que je pense. Oui. C'est depuis lui que je vis. C'est depuis lui que je crée. Et donc, je me suis dit, ça devrait être au cœur de nos préoccupations. C'est vrai. En enseignement, au cœur de nos préoccupations en recherche, au cœur de nos préoccupations en intervention. Et j'ai commencé à voir aussi que quand je m'occupe comme il faut de la présence à moi-même, de la présence à mon corps, de l'attention à mon corps, de la perception de mon corps, mon énergie, je gère mieux mon énergie, je gère mieux ma fatigue, je cède moins au stress, je résiste plus à l'épuisement professionnel. Oui. Bref, on a une mine d'or dans une culture qui ne nous a pas appris à s'occuper de son corps. On attend en fait d'être malade avant de s'en occuper. Oui, tout à fait. Et comment on peut faire pour comprendre les signes avant d'être malade? On l'apprend, tu sais, les gens, ils apprennent à faire de la méditation pleine conscience, à faire de la méditation pleine présence, comme moi je fais, à aller en massothérapie, à aller en ostéopathie, à aller en acupuncture. Donc, s'occuper de son corps avant qu'il lâche. À aller en yoga, à faire de son corps un ami, un compagnon de route, un partenaire de vie. Et ça, il faut savoir aussi que c'est l'Église catholique qui nous a appris à faire de notre corps un ennemi. C'est-à-dire? Parce que c'est la source du désir, c'est la source du péché dans la sexualité et tout. Et c'est aussi le cartésianisme, la modernité, les lumières européennes qui ont dit « je pense donc je suis ». Et qui ont mis la pensée au-dessus de la perception.
Et donc, dans toute cette philosophie de vie, cette manière de regarder la vie qui nous éloigne de la matérialité du corps, qui nous éloigne de la terre, qui nous éloigne de la nature, dont nous faisons partie. Oui, tout à fait. On s'est élevé comme ça, puis on marche comme si on était des êtres sans corps. Et qui peuvent être, je ne sais pas où, dans les nuages, qui n'ont rien à voir avec la terre, avec la réalité de la nature dont nous sommes constitués. Oui. Et ça fait partie des problèmes de notre époque. Est-ce que vous trouvez qu'on est plus sensible? Moi, j'entends de plus en plus des gens qui méditent, ou en tout cas qui tendent, ou qui en parlent. Ou... Est-ce qu'on est plus sensible qu'on l'était à l'époque? Moi, je pense je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en quête de cette chose-là. Oui. D'autant plus qu'actuellement, avec la révolution numérique, on vit dans nos écrans, oui, quoi. Tout à fait. Tout est dans les écrans, et on est sédentaire. Moi, je passe des heures épouvantables devant mon ordinateur, mais à un moment donné, là, il faut pouvoir se lever, il faut pouvoir marcher, il faut pouvoir aller faire du sport. Il faut faire quelque chose pour se reconnecter avec son corps, se reconnecter à la nature, se reconnecter à la mer, à la terre, au bois, au vent, revenir des êtres vivants, quoi. Et est-ce que ça fait partie, selon vous, d'une branche de la spiritualité que de prendre soin de son corps? L'être que je suis vit dans mon corps. Et évidemment, il n'y a pas d'être spirituel qui soit décorporéisé. Mais ça fait partie de la spiritualité, comme ça fait partie de la santé, comme ça fait partie de l'intelligence, comme ça fait partie de l'accompagnement. Pour moi, c'est vraiment une vision holistique de l'être humain. Oui, et dans la vision holistique de l'être humain, tout ce qui constitue l'être humain est incarné dans mon corps. Vous étiez bien entouré durant ces semaines où vous avez attendu, en fait, vous avez attendu 3 semaines avant de savoir si vos enfants étaient toujours vivants quand vous étiez à Rimouski pour faire votre doctorat. Et pendant ces 3 semaines-là, vous étiez bien entouré, mais vous avez eu aussi un ange dans votre vie qui s'appelle Jacques Daigneault. Est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, en fait, j'ai eu beaucoup d'anges. Jacques Daigneault, c'était mon directeur de thèse. C'était un homme qui a été magnifique sur mon chemin. Mais c'est aussi mon mentor et mon modèle d'enseignant. Comme prof, j'essaye d'être le type de prof que Jacques a été pour moi. Jacques Daigneault, pendant la guerre, est arrivé un jour chez moi avec un pot qui est bon, de crème glacée, plein de muffins. Il venait de regarder des nouvelles, puis de voir la mort au Rwanda. Puis il pensait qu'il y avait une étudiante rwandaise qui est là. Puis il est venu, puis il pleurait. Puis il m'a dit, Jeanne-Marie, je me sens tellement impuissant, mais je veux que tu saches que je suis là. Je ne savais pas quoi faire. Je t'ai fait des muffins avec plein de sucre. Tiens, il me donne sa boîte qui est bon, plein de muffins, plein de sucre. Puis il m'apporte un livre de la philosophe Simone Veil. Un vieux livre. Puis il me dit, ce livre, à un moment donné dans ma vie, quand c'était difficile, ma tante me l'a donné et il m'a sauvé la vie. Je te le cède, j'espère qu'il te fera aussi de bien qu'il m'a fait. Il est parti. Et quand il est parti, j'ai ouvert ce livre et je suis tombée sur la phrase qui dit « On ne possède rien dans ce monde car le hasard peut tout nous enlever. » La seule chose qu'on possède sur cette terre, c'est le pouvoir de dire « je ». Tout le monde peut dire « je », sauf ceux qui ont été détruits par l'extrême malheur. Puis même ceux qui ont été frappés par l'extrême malheur, il faut toujours faire comme si le jeu était endormi et pouvait toujours se réveiller.
C'est beau, ça. C'est puissant. C'est puissant. J'avais perdu mes repères, perdu le sens, perdu l'espoir. Je ne savais pas quoi faire de ma peau. Oui, puis vous aviez votre fils et votre fille. J'avais mes enfants qui étaient encore très jeunes. C'était 3 ans à l'époque, pris dans la guerre. Mon ex-mari était pris dans la guerre. Ma mère, mes petits frères, qui étaient encore trop jeunes pour moi. En tout cas, c'était le bordel, quoi. Puis, ça m'a donné un projet, la capacité de continuer de diriger. Oui. Et de continuer de conscientiser que tout peut m'être enlevé, oui. Sauf la capacité de diriger. Ça veut dire ma conscience m'appartient. Le sujet que je suis, personne n'a le pouvoir là-dessus. Et ce sujet que je suis peut faire quelque chose. Et ça a été un cadeau magnifique. Le même Jacques, quand mes enfants sont arrivés 6 mois plus tard, et que on m'avait coupé ma bourse, qu'il me restait $50 dans mon compte, que je vivais dans une petite chambre avec un petit lit simple, oui. Et que je ne savais pas comment faire pour accueillir mes enfants. Vous n'aviez pas de statut? J'avais pas. J'étais étudiant étranger à l'époque. Oui. Mais pourquoi vous avez coupé votre bourse? Parce que la bourse que j'avais, ça s'appelait la bourse de la francophonie. Qui était donnée aux étudiants qui venaient des pays en voie de développement, qu'ils appellent. Et ils disaient, c'est pour que vous puissiez travailler chez vous, comme votre pays est en guerre, et comme tu as demandé un statut de réfugié pour pouvoir accueillir tes enfants, on t'occupe la bourse. Ah, okay. Et donc, j'avais plus de bourse. Mais oui. Et Jacques s'en allait en sabbatique. Puis il est venu me voir, m'a donné ses clés, m'a dit, je pars 6 mois. Tu as ma maison pour accueillir tes enfants. Et pour pouvoir te tourner de bord et te chercher un appartement. Oui. Je suis rentrée dans sa maison. Il y avait son lit, ses draps, ses assiettes, ses casseroles. Je suis rentrée dans sa maison comme on rentre chez soi. Oui. J'ai accueilli mes enfants, on y a vécu. On a vécu dans ses affaires, à nous laver avec ses serviettes. Pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, ce professeur-là, il m'a envoyé $500 par mois pour faire vivre mes enfants. Wow. Pendant 6 mois. Parce que j'avais le choix d'arrêter les études et de mettre sur le bien-être social. Comme j'étais le revendicateur de statut de réfugié, je pouvais être sur le bien-être social. Oui. Et à l'époque, ça payait, je pense, $400. C'était pas fort, mais moi, je me disais, je suis une femme noire, dans le bas du fleuve. Si je vais sur le bien-être social, je ne sortirai jamais du bien-être social. J'ai refusé d'aller sur le bien-être social. Tout le monde me disait, mais t'es folle, tu vas pas y arriver. Puis bon, je me suis dit non. Et donc, il savait que j'avais pas d'argent pour faire vivre mes enfants. Oui. Il nous a fait vivre de sa poche. Et il m'a donné finalement l'équivalent du bien-être social pendant 6 mois. Puis pendant ce temps-là, je me suis trouvé des jobs de femme de ménage, de nuit. J'ai travaillé pendant 2 ans comme femme de ménage de nuit. En même temps que vous faisiez vos études. En faisant mes études. Puis en prenant soin de vos enfants. En prenant soin de mes enfants, puis en ayant une petite gardienne de 14 ans qui vient coucher avec mes enfants pendant que moi je vais travailler. À qui je payais, je sais pas, là. Je pense que c'était $2 la nuit parce qu'elle dormait, c'est ça. Oui. Donc ça a été... Mais à lui tout seul, il n'aurait pas pu... Donc il m'a sauvé la vie, mais si j'avais eu seulement lui, ça n'aurait pas été suffisant. Non. J'ai eu des amis. J'ai eu les personnes avec qui j'étudiais. Moi, j'ai connu un Québec des années 90. Tendre. Bienveillant. Oui. Accueillant. Tu sais, là, quand j'ai eu mon appartement, les gens se sont donné le mot. Les gens m'ont meublé. Tu sais, il y avait toujours quelqu'un qui veut changer son salon, quelqu'un qui veut changer sa... Je ne savais pas d'où ça venait, là. C'est venu de partout. Oui. J'ai encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, dans ma maison, des meubles dont j'arrive pas à me débarrasser parce que effectivement, je suis attachée à... Oui, je comprends. qui viennent de cette époque-là. Oui. Mais j'ai été entourée... J'avais peur de la neige, moi. Peur? Oui, j'avais peur du froid. J'étais pas bien. Okay. Mais mes enfants venaient d'Afrique, là. Ils vivaient dehors. Oui. Puis là, ils arrivent ici, puis c'est la neige, puis c'est...
puis, je sais pas, moi, je suis pas outillée pour faire vivre des... Oui. Mais j'avais peur qu'ils aient peur de rebelles comme moi. Oui. J'avais des amis qui venaient les prendre pour les amener glisser. J'avais des amis qui venaient les prendre pour les amener faire du ski, pour les amener apprendre à patiner, pour leur donner ce que moi, j'étais pas capable de leur donner. Parce que j'allais pas bien, d'une part, mais que aussi, je venais d'ailleurs. Oui. J'ai eu des personnes qui ont accepté, des femmes, des amis qui m'ont donné du répit, qui venaient chercher mes enfants, les amener pendant une fin de semaine pour que je puisse dormir, qui allaient les chercher à la garderie mercredi après-midi, et les garder, faisaient le devoir avec eux, puis les ramener à l'école jeudi matin. J'ai eu une communauté tout autour de moi. Je souhaite à tous les immigrants du monde de vivre une expérience comme j'ai vécu. Quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, quand j'écoute le discours sur l'immigration dans les journaux, dans les médias, dans la bouche des politiciens, dans moi, mon cœur pleure. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont fait de mon Québec? C'est pas ça le Québec. C'est le Québec que je connais, les Québécois que je connais, c'est pas ça. C'est d'une tristesse infinie ce que j'entends aujourd'hui versus ce que c'était. Oui. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée ici, là, c'était en 93, c'était avant le deuxième référendum, tu sais. Tous mes amis à l'université étaient tous des souverainistes. Je leur demandais qu'est-ce qu'ils avaient. Mais moi, je venais du Rwanda. Je venais d'un pays qui a connu la colonisation, qui a connu les luttes pour l'indépendance. Je comprenais de l'intérieur ce que c'était. Puis je me disais, c'est ce peuple qui m'a accueilli. Je ne peux pas être contre son émancipation. Je me sentais solidaire. Je n'étais pas contre ce que ce peuple-là voulait. Tu vois? Aujourd'hui, c'est particulier. Jeanne-Marie Rouguira, vous avez dit le Kassala est un cadeau de l'Afrique, que l'Afrique a fait au monde. On a parlé au début, vous étiez poétesse et que vous écrivez des Kassalas. On voudrait savoir qu'est-ce que c'est des Kassalas. Le Kassala est une poésie africaine. D'habitude, c'était une poésie orale. Une poésie sacrée qu'on utilise dans les rituels de naissance, des rituels de funérailles, des rituels de baptême, des rituels de mariage, ou quand on veut faire de la gratitude à quelqu'un. On te chante tes noms, on te relie à ta lignée, on te relie à ton territoire, on te relie à tes ancêtres, on te relie à tes contemporains, on te rappelle qui tu es. En Afrique, par exemple, en Afrique du Sud, ils avaient une pratique, il n'y avait pas de prison avant la colonisation. Quand quelqu'un faisait quelque chose de pas bien, par exemple, voler, tuer, la communauté se réunissait puis disait « Marie-Marthe, elle a oublié qui elle est. Si elle se souvenait qui elle est, elle ne pourrait pas faire des trucs comme ça. » Puis là, on te mettait au cœur du cercle de la communauté, puis on te chantait tes noms. On te faisait des rituels pour te rappeler qui tu es, pour te relier à la meilleure partie de toi-même. Et c'était improvisé, ça? C'était organisé. Oui, mais improvisé, que les gens chantaient notre nom, ou c'était écrit avant? Non, c'était pas écrit, c'était oral. Mais il y a ce qu'on appelle des griots, qui sont des poètes ambulants dans les communautés, et qui ont cette fonction-là. Ils sont comme la mémoire vivante de toutes les familles. Alors on te dit, tu t'appelles Marie-Marthe, t'es la fille de telle, t'es la petite fille de telle, t'es la nièce de telle, tu n'es pas n'importe qui, tu viens de telle lignée fait telle chose. Puis là, on te rappelle qui tu es, quoi. Oh, c'est loin de ce qu'on est ici, hein? Ah oui, c'est ça. Il me semble que ça ferait du bien qu'on ait ça ici. Est-ce que vous voulez, Jeanne-Marie, s'il vous plaît, nous lire un Kassala? Oui, alors, oui, je vais y aller. C'est un texte que j'ai écrit. On était un groupe de femmes immigrantes. Non,
c'est pas les femmes immigrantes, c'est les femmes de la diversité, parce qu'il y a des femmes qui sont nées ici, qui étaient dedans. Oui. Et on a fait un projet de création collective, animé par Élise Alguache, puis chacun devait écrire son kassara. Puis c'est le kassara que j'ai écrit là-dessus. Alors, je suis Jeanne-Marie la Rwandaise du bas du fleuve, fille d'une île des grands lacs africains, fille de nos 1000 collines verdoyantes, fille de Nyiragongo et de Nyabarongo. Je suis née à la source du Nil, à l'ombre des augustes eucalyptus qui dansent sous les brises chaudes de nos fins de journée. Je suis la fille de ma terre rouge qui a bu tant de sang. On me nomme Jeanne-Marie Rugira, la Rwandaise amie de l'immense Saint-Laurent. Celui que les Algonquins appelaient Maktogoek ou chemin qui marche. Je suis celle qui a demandé asile au sublime parc du Bic. Je lui ai chanté des louanges, je lui ai demandé asile. J'ai crié mon espoir à ses caps et à ses baies. J'ai pleuré mes morts à ses anses, à ses îles et à ses montagnes. Je me suis assise en silence devant ces majestueux couchers de soleil en attendant que la paix me rejoigne. Je suis fidèle, la digne fille de Christiane, voyageuse sans frontières qui habite mieux les vents que les maisons. Je voyage entre les mondes, entre les cultures, entre les langues, sur la terre ancestrale de Wanastogoyik ou Ispécook, anciennement appelée Malécite de Vigée et des Mi'kmaq de l'Est du Québec. J'observe émerveillé la résistance des conifères et j'apprends. J'apprends à apprécier la beauté foudroyante des hivers québécois. J'apprends à négocier avec la rudesse des grands vents du Nord, à me laisser décoiffer, déplacer, défigurer, féconder, altérer, sculpter, pour enfin réussir à rentrer chez moi. Jadis apatride, je sors de l'exil, la main sur le cœur. Je suis Maya, l'apprentie poète. Je suis la prenante obstinée, celle qu'on appelle aussi Laetitia, le grand feu de joie qui crépite au cœur de l'hiver. Je suis celle qui ne tremble pas devant la prêtée du monde. Je suis celle qui renaît de ses cendres 100 fois plutôt qu'une. Je suis la joie promise au cœur de l'adversité. J'ai appris à nager dans l'incertitude. J'ai appris à chanter dans le noir, à danser sous la pluie, à incarner l'espoir et à aimer sans mesure. Je suis Jeanne, la pédagogue artiste. Je suis Marie, la mère du Verbe. Je suis celle qui ne craint pas la prêtée du monde, celle qui ne cesse d'accoucher d'elle-même. Mon nom intérieur est Rugira et je le partage avec les dieux. Je suis la fortunée fille de mon père Rugira Bzosé, l'immense visionnaire ouvreur de voie. Celui qui a tapé bien avant moi les sentiers de ma souveraineté. Il m'a nommé Liberté. Que c'est sublime. Que c'est sublime. Et je trouve que ça vient bien enrober tout ce qu'on a parlé, votre parcours, votre chemin de vie, que ce soit sur le plan personnel ou si on fait une ouverture sur votre vie professionnelle. C'est sublime. Est-ce que vous en écrivez encore? Oui, j'en écris beaucoup. Est-ce que vous en écrivez pour les autres? Oui. Oui? Oui, j'en écris souvent pour les autres. Oui. J'en écris beaucoup, j'en écris pour ma famille, pour tous les anniversaires de ma famille, j'écris pour les mariages de mes neveux, j'écris pour mes amis d'ici, pour mes étudiants, pour... Oui, on en parle un peu à l'UQAR. Hein? Oui, à l'UQAR, on enseigne ça. Oui. On enseigne ça dans nos cours. Ouais. Dans le certificat que j'ai fait en création artistique. Oui, vous en avez parlé avec Thuy. Avec Thuy et avec Jean aussi. Oui, vous avez invité Jean. Oui, on avait invité Jean, oui. Et c'est là qu'on était... Ah oui, Jean, c'est le grand cassadeur là, qui nous a appris, qui a mis ça dans la modernité, dans l'écriture. Il a fait sa thèse de doctorat là-dessus. Oui. Puis il s'est donné comme projet de vie de faire connaître cette pratique à travers le monde. Oui. Et il le fait très bien, puis ça marche. Et vous avez 61 ans. Et qu'est-ce qui fait que le matin, vous vous levez avec tout votre parcours? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin, dire j'ai envie d'embrasser cette nouvelle journée? L'amour de la vie. L'amour de la vie, l'amour du vivant. Je pense que on est dans une période noire, difficile. Je la trouve... des fois, j'ai l'impression qu'on est en 1930.
Et je pense que c'est une responsabilité citoyenne, intellectuelle, spirituelle, que de focuser notre regard, c'est pas français là, de garder notre regard campé sur le vivant, sur la vie, sur la lumière, sur la gratitude, sur l'émerveillement. C'est ma manière de résister politiquement à ce qui nous écrase, nous opprime actuellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'amour des gens. C'est l'amour. Je veux mourir vivante. C'est magnifique. Je vais mourir vivante, je vais vieillir aimante, je vais vivre en créant. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas être une mort vivante. Je vais vivre avant de mourir. Et merci. Ainsi prend fin l'émission. Merci beaucoup, Jeanne-Marie Rouguira, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe, Dany Bouffard à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marthe de Saint-Laurent qui vous dit à très bientôt.